la dernière présentation donc, de la première partie avec professeur Chakfé, ischémie digestive et traitement des anévrismes aorto-basilia, comment prévenir et quelles précautions. Merci. Merci, cher modérateur, chers amis. En fait, tout a été dit, donc on va essayer de conclure. On a parlé tout à l'heure de vascularisation, c'est vraiment quelque chose de très important à connaître dans les problèmes pelviens sur le plan de l'ischémie post-opératoire. On a notamment le côlon qui est vascularisé pour sa partie ascendante et la partie droite du transverse par la mésentérique supérieure, qui est vascularisé par la mésentérique inférieure au niveau du côlon gauche et une large participation, on y reviendra, sur les artères hypogastriques. Ce qui est important, c'est qu'il y a aussi des variations anatomiques qui peuvent modifier ce cercle de collatéralité qu'on peut juger comme idéal. Alors, on a parlé beaucoup de techniques de revascularisation en endo, en open. Qu'est-ce qu'on fait ? Finalement, et ce sera un petit peu le message que je donnerai à la fin, c'est qu'il faut prendre le malade dans son ensemble. Ce qui est très important, c'est que l'ischémie colique post-opératoire ne va pas dépendre que de conditions anatomiques, mais elle va dépendre également des risques inhérents au patient et à ce qu'on va lui faire vivre via cette chirurgie. Donc, on a toujours un risque de bas débit chez ces patients-là, en chirurgie ouverte de manière certaine, certainement plus fréquent qu'en chirurgie endovasculaire, mais ces patients peuvent saigner. Ces patients peuvent avoir des problèmes d'infarctus du myocarde, des défaillances. Donc c'est quelque chose à prendre en compte. Ce sera un des éléments. Ces patients-là n'ont pas qu'un petit bout d'artère qui est malade. Ils peuvent avoir des lésions associées, comme ça l'a été dit juste tout à l'heure. Si vous avez des lésions des autres artères viscérales, il faut en tenir compte et donc c'est quelque chose qui peut également compter. Enfin, la collatéralité aussi sur le plan vasculaire et peut être, même si les troncs initiaux sont jugés comme perméables, peut être insuffisant chez ces patients-là. Sur le plan technique, il y a clairement un risque d'occlusion de la mésentérique inférieure lors de l'EVAR et, on l'a vu aussi tout à l'heure, souvent une habitude à oblitérer. Donc, quelque part, cette complication-là, qui est dramatique, on va y revenir, qui est certes rare, principalement dramatique dans les anévrismes de l'aorte abdominale rompue, est quelque chose qui s'accompagne d'une mortalité majeure. Donc très clairement, il vaut mieux la prévenir que d'essayer de la traiter lorsqu'elle arrive, parce qu'on le verra, les choses sont généralement faites. Alors en ce qui concerne le diagnostic, c'est pas souvent facile, c'est un patient qui vient d'être opéré. Donc surtout s'il a été opéré sous AG avec une chirurgie ouverte, on va dire qu'il ne va pas être le patient le plus idéal pour nous expliquer ce qui se passe. Donc les symptômes sont, vous les connaissez, sont un petit peu diffus. C'est une diarrhée précoce, c'est des douleurs abdominales sourdes, c'est un abdomen distendu. Donc rien de vraiment spécifique. Mais ce qui est important dans les séries, c'est que ça survient de manière précoce. Donc ces signes-là, il faut y faire attention dans les 2 premiers jours. Et à la moindre suspicion, aller plus loin pour l'éliminer, éventuellement la traiter le plus rapidement possible. La biologie, on parle toujours des lactates, il n'y a rien de spécifique. On a parlé de l'isomère, des lactates qui est plus, quelque part, représentatif d'une translocation, notamment des lactates bactériens, donc qui est proposé régulièrement, mais il n'y a rien de vraiment spécifique à ce niveau-là. L'imagerie est très importante et en cas de suspicion, c'est tout de suite vers le scanner qu'il faut aller avec injection qui va pouvoir montrer des lésions d'épaississement pariétal et éventuellement des lésions qui vont faire penser qu'on arrive un peu tard avec des pneumatoses pariétales, avec des lésions de perforation. Donc c'est quelque chose qui est très important. L'endoscopie, c'est quelque chose également qui va permettre de faire le diagnostic avec une nécessité d'agir vite. On sait que c'est un problème de l'endoscopie, c'est qu'on n'ose pas insuffler de manière. Nos endoscopistes sont souvent limités dans les insufflations un peu fortes du risque de perforation. Ils disent attention, on est peut-être en terrain ischémique. Classiquement, ils évaluent cette colite ischémique en 3 stades. C'est quelque chose qui permet d'avoir un diagnostic précoce puisque c'est la muqueuse qui va souffrir en premier. De manière plus anecdotique, on voit régulièrement des choses comme l'oxymétrie qui sont proposées, mais sans véritable utilisation en pratique. Mais c'est vrai que dans les études qui ont été réalisées, il y a une vraiment bonne corrélation entre les temps de clampage et le déclampage. Donc on a vraiment une information sur la perfusion de la muqueuse.
Il y a la tonométrie, cette fois-ci, qui étudie le transfert du CO2, donc il nécessite de mettre en place une sonde au contact du sigmoïde en péropératoire. C'est aussi quelque chose qui peut montrer, dans des expérimentations cliniques limitées, un intérêt, mais qui n'est pas utilisé. Et plus récemment, il y a aussi des techniques de type fluorescence avec de l'imagerie qui permettrait clairement de voir une différence entre les zones qui sont vascularisées, en tout cas perfusées et non perfusées, mais c'est peut-être aussi quelque chose dans l'avenir qui pourra être utilisé. Alors, on l'a dit, il faut le prévenir, mais là je crois que tout a été dit, beaucoup de choses l'ont été. Tout d'abord, en chirurgie ouverte, faut-il, donc l'idée c'est pour préserver un problème d'ischémie, c'est de revasculariser tout ce qui peut l'être. Donc, faut-il réimplanter systématiquement l'artère mésentérique inférieure? Très clairement, il y a des études qui ont été faites, mais qui ne peuvent pas conclure. Il n'y a aucune étude aujourd'hui qui conclut positivement sur l'intérêt d'une revascularisation. Il n'y a pas de consensus dans la littérature. Alors, comme le disait Jean-Baptiste tout à l'heure, est-ce qu'il faut revasculariser des grosses artères mésentériques inférieures qui ont un très faible reflux? Est-ce qu'il faut revasculariser des grosses artères mésentériques inférieures lorsqu'il y a une grosse arcade de Riolan à la fois antérograde et rétrograde, donc pour vasculariser le petit bassin? Est-ce qu'il faut revasculariser l'artère mésentérique inférieure lorsqu'elle est associée à des lésions de la mésentérique inférieure lorsqu'elle est associée avec des lésions de la mésentérique supérieure? Il n'y a rien de clair dans la littérature. Mais on y reviendra, il faut le voir tout ça dans un ensemble. Les réimplantations de l'artère iliaque interne, on en a aussi parlé, je pense que c'est quelque chose qui est important. Il n'y a rien de prédictif, c'est pas parce qu'on va les réimplanter les deux qu'on va sauver le patient s'il y a un problème de bas débit ou autre chose, mais on a probablement plus de chances de le faire que lorsqu'on ne les revascularise pas. Il y a cette étude qui avait été réalisée, donc Jean-Baptiste, avec l'équipe de Nice, qui montrait l'importance de l'artère iliaque interne sur la perfusion de l'artère mésentérique inférieure. Alors, durant cette chirurgie ouverte, on peut faire aussi de l'hybride, dans le sens où on a fait de l'ouvert, on rajoute un petit peu d'endo avec des choses de banane. Je pense que là, comme ça a été dit, c'est des choses qu'on peut faire peut-être plus simplement. En ce qui concerne les anévrismes traités par voie endovasculaire, cela a été dit, le problème c'est la zone d'ancrage distal qui peut poser des problèmes. Il faut aussi tenir compte que parfois, lorsqu'on on planifie pas parfaitement et finalement, on va rater les choses et on va peut-être couvrir, sans vouloir le faire, une artère hypogastrique. Une fois qu'elle est couverte, donc il faut en tenir compte. Donc, les façons de le prévenir, on en a parlé, alors, essayer de rester dans ces fameuses bell-bottom, je crois qu'aujourd'hui il y a un consensus pour ne plus réellement les utiliser, il y a beaucoup d'orthophiles de type 1B dans le suivi. L'embolisation qui était proposée, alors, pas des deux côtés. Aujourd'hui, on nous dit il faut le faire de manière safe, il n'y a rien qui le prouve, uniquement d'un côté en faisant une revascularisation hypogastrique contralatérale. On y reviendra. Nous, on est de plus en plus à revasculariser les deux hypogastriques. Les procédures que j'appelle exotiques, les doubles sandwich, à l'heure, je dirais, des procédures dédiées avec des devices branchés, je ne vois pas beaucoup d'intérêt. Il y a toujours une conformation qui va se faire entre des stents auto-expansifs de diamètres différents qui ne donnent pas forcément une bonne adaptation. Et donc, les devices branchés qui sont de plus en plus utilisés, dont on a déjà parlé. Je dirais juste un point important dans les revascularisations, notamment en cas d'anévrisme hypogastrique, c'est le stent de prolongation sur l'iliaque interne qui compte également. Et ça, il faut y penser. Il y a des différences entre les stents et c'est quelque chose qui est à prendre en compte et ne pas mettre un stent comme un stent. Alors, clairement, c'est quelque chose qui a montré ses performances, on l'a vu tout à l'heure, et qui peut poser un problème donc d'adaptabilité. Alors, on peut faire aussi des procédures hybrides lors d'un NEVAR, donc on l'a vu aussi tout à l'heure. Il n'y a rien de dramatique à faire une petite voie sous-péritonéale pour récupérer une artère hypogastrique et la ponter si on veut s'implanter sur l'artère iliaque externe proximale. Et il y a des cas anecdotiques où des gens, l'équipe de Munster a proposé la revascularisation avec une cheminée vers l'artère mésentérique inférieure à partir donc d'une voie proximale axillaire. Alors, ce qui est important, c'est qu'il y a des facteurs de risque et on est toujours tenté de se dire qu'est-ce qui est le mieux, c'est l'open ou l'IVAR. Donc,
si on regarde un peu la littérature, dans cette première analyse revue de la littérature, qui évaluait les facteurs prédictifs préopératoires et péropératoires, les facteurs qui sont ressortis dans cette étude étaient une chirurgie en urgence et une chirurgie ouverte, qui présentaient un risque supérieur d'ischémie colique. Et il y avait une tendance pour le sexe féminin, l'âge, l'hypotension et l'hypovolémie, donc à ce niveau. Une autre étude, 1174 patients, c'est Jean-Pierre Beckman qui l'a publiée, qui montrait que la rupture et la durée de l'intervention, ainsi qu'une insuffisance rénale préalable, étaient des facteurs indépendants de risque d'ischémie colique. Mais par contre, il n'y avait pas de différence après ajustement entre la chirurgie ouverte et la chirurgie endovasculaire. C'est ce qu'on retrouve également dans ce registre nord-américain, où on retrouvait un faible taux d'ischémie colique, une mortalité qui était beaucoup plus importante en cas de chirurgie ouverte, et par contre, après ajustement, il n'y avait pas d'augmentation en matière de mortalité entre ces deux chirurgies. Oula. Alors, il y a une erreur sur mes diapos, je pense que je vais revenir sur la fin, parce qu'il y a une erreur sur l'envoi des diapos. Ce qui me semble très important aujourd'hui, c'est que si on a fait des progrès dans la prise en charge de la chirurgie aortique, c'est principalement, avec l'endovasculaire, on a commencé à planifier nos procédures. On les a planifiées de manière importante, notamment du fait du sizing. Aujourd'hui, je crois que quelle que soit la chirurgie, il faut voir le patient dans son ensemble, que ce soit en chirurgie ouverte ou en chirurgie endovasculaire. Il faut prendre en compte les tares potentielles, on l'a dit, les insuffisances rénales associées. Il faut prendre en compte les lésions qu'on pourra revasculariser ou pas, quelle que soit la procédure, en endo ou en open. Et tout ça, il faut le prévoir à l'avance. Je veux dire qu'on ne doit pas se poser la question, lors d'une chirurgie ouverte, est-ce que je revascularise l'hypogastrique ou pas? Tout ça, ça doit être pris en compte en avance. Voilà, je vous remercie. Désolé pour... Oui. Chirurgie ouverte, est-ce que la revasculariser au préalable, en endovasculaire, ou la revasculariser en termes opératoires de la chirurgie ouverte, accessible à ce moment-là, ou on pense qu'il faut la revasculariser et revasculariser systématiquement la veine inférieure et l'hypogastrique. Ton malade est symptomatique ou pas? Il faut que tu précises. Elle n'est pas symptomatique, mais il avait été retrouvé dans plusieurs études dans les années 2000 qu'un des facteurs de risque d'ischémie colique post-opératoire après chirurgie aortique ouverte était donc une sténose de l'artère mésentérique supérieure. Est-ce que dans ce cas de figure, ça fait changer la prise en charge? Nous, on les revascularise, en effet. Je veux dire, chez les patients asymptomatiques avec des lésions mésentériques supérieures, très clairement, ça peut toujours passer, entre guillemets, mais si on ajoute à un moment donné une spirale de complications, c'est-à-dire un choc, on a, pour une raison X ou Y, et on arrivera, là, la sténose mésentérique supérieure va contribuer à aggraver la situation. Donc ces lésions, nous, on les revascularise. Dans le même temps, si généralement, c'est notre attitude. C'est très rare qu'on fasse un stenting premier chez ces patients-là. Et parce que tu fais une chirurgie ouverte. En cas de chirurgie ouverte, oui. Ouais. Une endoprothèse. Là, on ne les traite pas. Donc je pense qu'on peut conclure. Merci à tous les participants. C'était vraiment très bien. Merci.